Je souhaiterais inviter à me rejoindre donc Anne-Marie Pecoraro, qui est avocate associée, droit des médias, de la propriété intellectuelle, de les marques et des nouvelles technologies et de l'exploitation des données personnelles chez UGGC. Corinne Kayat, avocate associée droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle chez UGGC. Et Adeline Pilon, Adeline, femme de culture 2023 et présidente exécutive de la Fondation Elix. Alors nous allons parler technologie, algorithme, intelligence artificielle, qui est un des grands sujets du moment. Et alors, donc je ne devais pas normalement introduire alors que normalement c'est mon domaine quand même. Hein. Voilà. Alors, donc je vais vous laisser en fait vous présenter rapidement et surtout en fait nous parler de l'intelligence artificielle et donc protection des données et propriété intellectuelle. Et Adeline, tu vas nous parler de ta fondation et voilà des algorithmes en fait. Voilà, essayer de vulgariser un petit peu tout ça. Merci Laurence. Je vais faire un petit propos introductif sur l'intelligence artificielle et ensuite je vais vous parler d'Elix. Donc parmi les technologies émergentes, l'intelligence artificielle est de loin celle qui intrigue et qui agite le plus en ce moment. Et c'est notamment dans les milieux culturels qu'elle a fait le plus de bruit. Et pour cause, on a passé une décennie à arranger, agencer de la donnée. Vous vous rappelez, c'était la grande époque des bases de données. Ensuite, on a mis quelques années à en produire du contenu à partir de ces bases de données. C'était le grand moment des algorithmes. Et là, depuis quelques mois, les bases de données, les soi-disant bases de données, s'autogèrent et s'autogénèrent. Elles créent du contenu par elles-mêmes, si bien que du texte, des images qui apparaissent n'existaient pas il y a 5 secondes auparavant et deviennent une référence pour autre chose. Donc ces intelligences artificielles étaient des signaux super faibles l'année dernière, et là, dans tous les secteurs, quelles que soient les activités, on entend parler. Mais c'est dans l'histoire de l'art quand même que c'est là que ça fait beaucoup, enfin dans la culture que ça fait quand même beaucoup de bruit. Et pour cause, en fait, si vous regardez l'histoire de l'art et des civilisations depuis 8000 ans, c'est le plus grand dataset sur lequel ces intelligences artificielles peuvent s'appuyer, puiser. Donc elles le revisitent constamment et elles nous font complètement halluciner et elles nous mettent à défi tant bien sur notre créativité que sur notre propre connaissance. Si bien que la capacité à pouvoir reconnaître une œuvre générative que la reproduction d'un authentique devient une vraie compétence. De même que la capacité curatoriale à pouvoir s'appuyer des références existantes pour créer des œuvres faussement à ce niveau est aussi une grande compétence. Pour moi, en fait, l'œuvre qui a été la plus emblématique de tout ce phénomène, de ce que je viens de vous dire, c'est l'œuvre de Rufik Anadol, Unsupervised. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance énorme, grâce à la Fondation Elix, qui tire son nom d'un personnage qui est l'ambassadeur digital des Nations Unies depuis 9 ans, à être invité par les Nations Unies à intervenir pendant l'Assemblée générale des Nations Unies sur le futur de la culture en 2030 et la position de la culture à 2030. Et en fait, j'en ai profité pour faire un saut au MoMA. Et en fait, ce que j'ai été impressionnée, c'est devant cette œuvre. Donc, cette œuvre, si vous voulez, elle prend 200 œuvres issues de la collection du MoMA et elle les rebrasse par une AI pour une vidéo infinie. Et en fait, ce qui m'a impressionnée, c'est pas dans l'œuvre en soi, mais le fait est que le public ne passait pas 9 secondes, 30 secondes devant des chefs-d'œuvre du 19e comme du 21e siècle, mais ils étaient littéralement hypnotisés devant cette œuvre. Et en fait, ça pose beaucoup, beaucoup de questions, et notamment des questions de droit. Donc c'est pour ça que je suis accompagnée par 2 avocates associées. Corinne Kayat, avocate droit des données personnelles, droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence, et Anne-Marie Pecoraro, spécialiste de la propriété intellectuelle, droit du numérique et droit des communications et des médias, auxquels je passe la parole. Alors, d'abord, je vais présenter plus largement notre cabinet. Alors, je suis effectivement spécialisée en droit de la concurrence depuis une trentaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit que les données personnelles étaient un champ qui allait m'intéresser du côté du droit de la concurrence, et je crois que je ne me suis pas trompée. Alors, notre cabinet, c'est un cabinet un peu singulier de 35 associés. Alors, il y a beaucoup de femmes dans notre cabinet, mais pas que.
et une centaine de collaborateurs. Alors nous pensons le droit n'est pas une somme de barrières, nous pensons le droit comme un vecteur de croissance. Le droit permet d'anticiper et de créer de la valeur. Dans un environnement foisonnant d'innovation et très compétitif, à l'ultra-spécialisation doit se joindre l'observation aiguë des pratiques voisines. Conscient de ce paradigme, nous travaillons ensemble, c'est-à-dire que sur un projet, un avocat avec sa spécialité intervient et plein d'autres avocats avec leur spécialité vont s'adjoindre à ce projet dans le but, bien évidemment, de permettre à ce projet d'exister. Voilà notre particularité, c'est pour ça que nous sommes un peu plus qu'une entreprise, nous sommes un hub d'expertise. Comme le dit l'adage, seuls nous allons peut-être plus vite, mais ensemble nous allons certainement plus loin. Voilà ce qu'est notre cabinet. Alors, je vais parler bien évidemment d'intelligence artificielle, mais certainement pas comme Adeline qui baigne dedans. Je voulais faire un petit peu un pas en arrière. Pourquoi on en est venu à cette société de services, cette société numérisée? Alors, bien évidemment, dans les sociétés, l'enjeu de la révolution industrielle est toujours de rendre l'humain plus productif. On est passé d'une société industrielle à une société de services, mais les sociétés de services, ça coûte cher parce qu'en fait, on s'occupe de l'humain. Et à partir du moment où ça coûte cher, dans des sociétés dites capitalistes, tout ça est un peu compliqué. Et donc, la société a consisté à numériser, dématérialiser tout ce qui peut l'être de façon à ce qu'un humain, une fois qu'il sera une immense banque de données qui pourra être traitée par un algorithme, redevienne un objet de croissance et donc une rentabilité. Cette perspective rend un peu déshumanise les relations, bien évidemment, et je voulais mettre en perspective cela parce qu'effectivement, dans une société numérisée, eh ben, les relations sont bien évidemment différentes, puisqu'on va plus voir son médecin, on va le voir à travers une machine. Et donc c'est cela, mais c'était le seul moyen un petit peu d'industrialiser la société de services. Et ça m'a fait penser à un film que Le Temps moderne, bien évidemment, de Charlie Chaplin, qui avait parfaitement illustré la société industrielle. Et ben maintenant, nous sommes en train d'industrialiser la société de services. Ça, c'était le premier point. Maintenant, je trouve néanmoins, bien évidemment, mais il faut quand même avoir ça en tête, l'intérêt des sociétés numérisées et donc de l'intelligence artificielle, mais il faut aussi voir les dangers de cette société industrielle, de cette société numérisée. Enfin, ce danger, si effectivement on n'en prend pas et conscience, et si on ne réglemente pas l'intelligence artificielle. Pour moi, il est important. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle suppose de collecter un nombre incommensurable de données. Et on voit bien qu'à partir du moment où c'est un humain qui collecte les données, il peut les collecter à sa manière, et donc de créer des biais. Et ces biais-là, crée une société qui peut être remplie de discrimination. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de prendre conscience de ce risque-là et de réglementer en Europe. Les choses sont claires. Il a été décidé de réglementer l'intelligence artificielle. Il y a un projet de règlement de l'Union européenne. Et ce matin, je lisais que les États-Unis, bien évidemment, s'en plaignent de ce projet parce qu'ils disent effectivement que ce projet, si ce texte aboutit, on ne pourra pas concurrencer certains pays qui n'ont aucune réglementation, telle que la Chine. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire pour ma part. Et je laisse la parole à Anne-Marie. Je vous remercie, Anne-Marie Pécoraro. Je vais utiliser au maximum le plaisir des quelques minutes que j'ai avec vous pour concentrer les points qu'il faut garder en tête sur un plan juridique, propriété intellectuelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des réflexions? L'intelligence artificielle, donc, ça existait. Ça consiste à imiter finalement l'esprit humain et même peut-être à aller quelquefois au-delà. Elle devient générative quand elle est capable de produire des contenus. Et c'est cette accélération qu'on a constatée récemment. Alors tout d'abord, je vais rappeler le fait que ça demeure une opportunité. C'est-à-dire qu'on va parler de beaucoup de problèmes, mais ça reste quand même un nouvel outil que les créatrices et créateurs peuvent dominer à un moment donné de leur art, donc ça n'est pas effacé. La façon dont on aborde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle input, donc les données d'entraînement, et l'output, c'est-à-dire le résultat qui sort.
Parce que cette intelligence artificielle, pour qu'elle arrive à produire, eh bien, il faut qu'elle digère, qu'elle intègre des milliards de données. Par exemple, voilà, en matière de musique, elle va intégrer des milliards de données sur l'harmonie, le rythme, le style, voilà. Et théoriquement, la plupart du temps ou souvent, on ne reconnaît pas forcément les données qui vont ressortir. Mais je dis théoriquement parce que quelquefois, effectivement, on peut les reconnaître tout à fait. Donc ces données d'entraînement, c'est la substance vitale finalement de l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'on a un problème crucial par rapport à la protection des droits. Les données qui sortent, je vais les mettre de côté parce que je ne dirais pas que c'est plus simple, mais aujourd'hui, on voit où les sociétés veulent aller. On a des jurisprudences américaines, on a le règlement européen, on a des projets de loi en France et des analyses doctrinales. Je veux dire qu'en gros, de manière très simplifiée, on pousse à considérer qu'une œuvre produite par l'intelligence artificielle, si elle n'est pas produite par un humain, elle ne sera pas protégeable comme une création, parce que ce ne serait pas conforme à la conception du droit d'auteur. Mais que par contre, si réellement on peut prouver le travail de créativité des humains qui, derrière, ont procédé à son accouchement en quelque sorte, à ce moment-là, ce serait eux, si quelqu'un doit avoir des droits, ce serait plutôt eux. Ça, c'est les tendances dans la plupart des pays occidentaux. Alors, revenons à cet output, parce que c'est là le problème. On dit, alors on ne reconnaît pas les éléments, est-ce qu'on va les protéger ou pas les protéger? Et tous les enjeux, finalement, de cette transformation sociétale qu'on risque sont à ce niveau-là. Alors, on peut se poser des questions parce que, effectivement, il y a des doctrines opposées des deux côtés et certaines doctrines, d'ailleurs, qui vont dans le sens d'une certaine protection, ne cherchent pas à gêner le développement des affaires, ni à gêner la prospérité des startups. Simplement, c'est vrai que quand on reproduit, on reproduit. Ce n'est pas forcément parce qu'on ne reconnaît plus que ça n'a pas été reproduit. Donc, dans la loi, très rapidement, il y a une chose qui est tout à fait importante stratégiquement, enfin c'est une directive, qui a créé ce qu'on appelle le droit de fouille de textes et de données. C'est-à-dire qu'en 2019, on a dit, les machines ont le droit de fouiller comme ça des milliards de données. Et aujourd'hui, effectivement, les agents qui développent l'intelligence artificielle se prévalent de ce droit. Si ce n'est que ce droit, il y a des conditions. Et puis, on a le droit de faire un opt-out, qu'un certain nombre d'entités ont déjà fait, que ce soit des auteurs, Radio France, France Média Monde, TF1. Donc, toujours cette problématique, les données d'entraînement, le droit de fouille. Si je fais l'opt-out, eh bien, quelquefois ça ne marche pas. On se rend compte que les données restent, qu'elles avaient été intégrées précédemment. On se rend compte aussi qu'on ne sait pas trop qui peut faire l'opt-out. En France, il faut que ce soit l'auteur. Alors, on espère que ça puisse être aussi les sociétés de gestion collective qui le représentent, puisque normalement, elles portent leurs droits. Donc, il y a toutes ces difficultés-là et qui vont déterminer finalement la possibilité, la capacité des grandes agences qui utilisent et qui mettent sur le marché des intelligences artificielles de le faire en payant ou sans payer finalement ces milliards de données qui les nourrissent et qui sont leur survie. Sans aller sur pour rappeler quand même la capacité créative, je voulais donner deux exemples très rapidement d'une intelligence artificielle qui avait reproduit dans le style de Rembrandt, justement en analysant les couches de peinture, des œuvres de Rembrandt, etc. Et une autre intelligence artificielle qui toute seule a composé la fin de la 10e symphonie de Beethoven, qui a été jouée comme ça parmi un public comme nous aujourd'hui, qui a jugé que cette intelligence artificielle qu'il avait fait toute seule dans les règles de l'art, eh ben, naturellement, il lui manquait le supplément d'âme, il lui manquait le génie. Alors, est-ce qu'il leur manquera toujours le supplément d'âme? Mais ça, c'est quelque chose que je voulais dire pour privilégier l'importance qu'on peut attacher au spectacle vivant, parce que quand même, quand on est dans une pièce avec des musiciens, on a un frisson que j'espère on gardera toujours. Mais je ne veux pas me prolonger, mais je veux quand même dire quelque chose d'important. C'est ce qu'il faut avoir comme objectif. Il faut avoir comme objectif la sécurité, la non-discrimination, l'environnement. Il faut avoir comme objectif l'humanisme, c'est-à-dire que l'humain reste prioritaire et que la titularité des droits reste prioritairement aux humains. Il faut avoir comme priorité le consentement. L'autorisation des artistes, des ayants droit doit être obtenue.
il faut leur prévoir une rémunération. Alors, souvent on nous dit mais ça ne va pas être possible. Bah oui, c'est tout à fait possible. D'abord, plusieurs d'entre vous ont déjà rappelé ici que les utopies sont bien énoncées pour qu'un jour on en fasse une réalité, que ça n'a absolument rien d'impossible d'analyser les données d'entraînement pour savoir comment on peut en déduire une rémunération et à un moment donné la répartir. Il faut protéger le droit moral et assurer la transparence. Ça veut dire afficher œuvres créées par l'IA et peut-être aussi œuvres ayant utilisé telle et telle base de données. Et tout ça de manière globale, en prenant en compte les propositions de légiférer dans ce sens en France et aussi au niveau européen et international. Donc voilà, ma conclusion, c'est de dire, quand on dit ça n'est pas possible de taxer l'IA, ça n'est pas possible de répartir les rémunérations, ça n'est pas possible d'analyser les données d'entraînement, eh bien pas du tout. Après tout, il y a déjà des datasets qui sont publics et des sociétés de gestion collective qui sont capables de répartir. Voilà, merci.